Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Studio M, la chaîne live d'Esprit Meuble et d'Esprit Contract. Dernier jour de salon. Aujourd'hui, vous pouvez encore venir visiter le hall 1 de la Porte de Versailles. Si vous en avez envie, on sera ravis de vous accueillir. Et puis, vous allez pouvoir nous suivre toute la journée sur Studio M, une journée riche en débat, en live. On va beaucoup parler notamment d'éco-responsabilité aujourd'hui et on va d'ailleurs le faire tout de suite parce que c'est devenu une préoccupation pour toutes les industries, la limitation de leur impact environnemental. Alors où en est le secteur du meuble en la matière? Quelles sont les contraintes qui pèsent sur les différentes filières? Est-ce que cette filière, elle montre l'exemple? Quelles sont les bonnes pratiques? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec ce plateau qui est très riche. Nous sommes avec Amélie Monriol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la filière ameublement chez Ecomaison, qui est un éco-organisme qui organise la collecte, le tri, la réparation, le recyclage et le réemploi d'objets pour la maison. Charles-Henri Déon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG du groupe Adova, qui est spécialisé dans la literie avec notamment des marques comme Simons ou Treka. Jeanne Simonet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé du développement de Isidore, avec un Z, qui est un site spécialisé dans les meubles d'occasion. Et puis Olympe Chabert, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de SmartBack. C'est une solution pour limiter l'impact des retours dans le secteur du mobilier. Vous allez nous expliquer ça tout à l'heure. Et puis, Émilie Blanchet. Bonjour. Vous êtes l'experte du jour. C'est vous qui avez préparé ce débat. Vous êtes rédactrice en chef du Courrier du Meuble. Alors, avant de parler avec tous nos invités, Émilie, il faut dire qu'il y a une loi en France qui s'appelle la loi AGEC, qui est la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire. En quoi cette loi, elle concerne aussi le secteur de l'ameublement? En fait, cette loi, elle va tendre à transformer profondément nos modes de vie et donc tous les secteurs d'activité sont concernés, industrie et distribution comprises. Et donc le meuble est face en ce sens à de gros enjeux. C'est vraiment un produit de consommation quotidien qu'on a tous. Et donc le meuble doit faire face à de gros enjeux, mais aussi de belles opportunités en la matière. Donc on va voir ça. Voilà, on va regarder tout ça, Amélie Monriol. Très concrètement, les implications pour le secteur du meuble de cette loi AGEC, j'imagine, puisque c'est une loi, il y a des nouvelles règles, de nouvelles réglementations, de nouvelles démarches à suivre, avec des objectifs et des dates très précises. Tout à fait. Donc, juste peut-être pour rappel, qui est Ecomaison, donc, et pourquoi on est impliqué dans la mise en œuvre de cette loi AGEC. Donc, Ecomaison, on est l'éco-organisme historique du mobilier et des objets de la maison. Et donc, on accompagne les adhérents justement dans la transformation de leur modèle, dans la transformation de cette activité qui se veut aujourd'hui de plus en plus vertueuse. Évidemment, la loi AGEC qui a été publiée en 2020 entraîne, comme vous l'avez dit, un certain nombre de nouvelles obligations, aussi bien pour les distributeurs que pour les fabricants. Donc on va pouvoir parler notamment des plans de prévention pour l'éco-conception, qui est vraiment quelque chose qui vient en amont aider les fabricants et les distributeurs à mieux comprendre leur chaîne de valeur et à voir où on peut avoir un impact sur l'éco-conception. On va aussi avoir une obligation qui est une obligation forte et je sais qu'on va en reparler un peu plus tard, c'est l'obligation de reprise où nous, Ecomaison, on va pouvoir apporter un grand nombre de solutions à nos adhérents, comme des solutions de collecte directement au magasin avec des contenants qui sont adaptés, mais aussi des sacs à matelas qui, par exemple, vont pouvoir protéger les matelas tout au long de leur cycle et tout au long du processus qui va les emmener vers du recyclage. Vous avez mentionné l'éco-conception, c'est l'une des solutions. Charles-Henri Déon, dans le groupe Adova, vous avez décidé de lancer une marque de matelas éco-conçus, je crois que ça s'appelle Simons Génération, c'est ça? Je pense que c'est votre contrôle. C'est quoi la différence entre un matelas qui est éco-conçu et un matelas qui ne l'est pas? Alors, l'éco-conception chez nous, c'est un peu plus qu'une gamme. Alors, on a une gamme qui est une gamme porte-étendard qui s'appelle Génération chez Simons, qu'on a lancé sortie de Covid. C'était au départ un produit. Le temps de mettre en place les filières, c'est devenu 2, 3 produits, une gamme. C'est une gamme aujourd'hui qu'on distribue. Et puis en fait, aujourd'hui, 80% des collections du groupe sont éco-conçues. Donc il y a une gamme porte-étendard, mais dès que vous achetez un produit chez Treka ou chez Simons, ils sont éco-conçus. L'important, c'est d'avoir quelque part un produit qui permet de convaincre l'ensemble d'une filière, des fournisseurs, et puis après les distributeurs que c'est un bon cheval de bataille. C'est ce que dans les startups on appelle la proof of concept. C'est ça, en quelque sorte. c'est un POC. C'est ça. La gamme Génération, c'est un POC qu'on a appliqué maintenant à l'ensemble de nos gammes. Ouais.
Et ça veut dire beaucoup de travail sur les filières, c'est beaucoup de travail commun. L'éco-conception, c'est bien sûr le dépôt de brevets, de la recherche. Mais en fait, on ne fait pas la recherche nous-mêmes, on en fait toute une partie nous-mêmes. Et puis après, on s'appuie sur nos fournisseurs, on s'appuie sur un écosystème. On s'appuie aussi de temps en temps sur des concurrents avec qui on peut échanger sur tu penses quoi de telle matière, voilà, et de leur impact. Beaucoup de travail avec Ecomaison, qui est à côté de nous et qui est un partenaire important, qui ont travaillé énormément sur justement quelle matière utiliser, comment on peut les utiliser et quelle est leur deuxième vie. C'est ça, ce que vous apportez aussi, c'est vraiment du conseil auprès de vos adhérents, auprès des fabricants quand ils décident d'adopter cette démarche d'éco-conception. Le faire tout seul, j'imagine que c'est pas facile, et vous leur apportez votre expertise. Alors on apporte effectivement une expertise dans les process d'éco-conception que mettent en place les fabricants, mais pas que. On va aussi être finalement un fournisseur de matières recyclées qui va pouvoir venir s'intégrer dans les process de fabrication et notamment ici des nouveaux matelas. On va en parler un petit peu aussi tout à l'heure, mais aujourd'hui, les matelas, il y a 10 ans, les matelas n'étaient pas du tout recyclés. Et aujourd'hui, on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans le recyclage des matelas. Il y a 10 ans, avant la création d'Ecomaison, 100% des matelas usagés étaient enfouis. Avec la mise en place de la filière, de l'éco-participation, qui est vraiment le moyen de financement aujourd'hui de la mise en place de la filière de recyclage, on peut dire qu'on a mis en place vraiment tout un processus qui est exemplaire et qui va pouvoir permettre le recyclage des matelas et une partie de réintégration dans les processus. Puisque vous en parlez tout de suite, moi j'ai appris en préparant ce débat que les matelas étaient enfouis. Pour moi, c'est des déchets nucléaires qu'on enfouit. C'est pas des matelas. Ça me paraît totalement fou. Il n'y avait vraiment aucune autre solution. Et il y avait, à part mettre en place la filière de recyclage, que d'enfouir les matelas. Alors, effectivement, il y a 10 ans, il n'y avait pas vraiment d'autres solutions. Il faut tout le monde a en tête ce que c'est qu'un vieux matelas qui peut traîner dans la rue ou dans une déchetterie, qui globalement va se remplir d'humidité, qui est lourd. Et aujourd'hui, il n'y avait pas de solution, notamment de valorisation énergétique, parce que c'était un produit qui était même impropre à la valorisation énergétique. Donc, on a vraiment créé, avec l'aide des adhérents Ecomaison, des fabricants, une filière de recyclage en prenant en compte les attentes du monde industriel, en se disant, OK, en fait, finalement, en termes de matériaux, quelles sont vos attentes? Et on a pu aller jusqu'à, aujourd'hui, l'industrialisation de la collecte, du tri, du recyclage de ces matelas. On a 45% des matelas aujourd'hui que nous collectons qui vont vers un processus de recyclage. Si je continue dans le détail, je peux vous raconter une longue histoire. Et les autres, ils deviennent quoi? Ils continuent à être enfouis? Alors les autres, non, ils continuent pas à être enfouis. Justement, on a réussi à mettre en place tout un processus, je vais dire, de sauvegarde du matelas qui permet à ceux qui sont impropres vraiment directement au recyclage matière d'être valorisés sur des unités énergétiques qui vont créer de l'énergie verte et de la chaleur. On comprend la fin de vie du matelas, mais Charles Rodillon, est-ce que vous avez été capable de mesurer la différence entre l'impact que vous aviez avant et l'impact que vous avez maintenant en termes de matelas éco-conçus? Parce qu'il n'y a pas que la fin de vie, il y a tout le processus de conception, de fabrication, de transport, etc. etc. La première étape chez nous, ça a été de rapprocher nos fournisseurs. Donc on a un impact direct qui a été de dire, si on achète moins en Asie, plus en Europe, aujourd'hui 95% de nos matières viennent d'Europe proche. Voilà. Deuxième étape, on a rapproché des productions. Pendant longtemps, on a acheté des ressorts, nous, faits à l'extérieur. Aujourd'hui, on fabrique nos ressorts nous-mêmes. Vous faites un pays d'Europe de l'Est ou produit à fougères. On réduit aussi notre impact environnemental. Ensuite, nous, on a fait des choix. Alors, je ne vais peut-être pas trop m'approfondir dessus, mais on a fait le choix d'arrêter certaines matières ou de réduire très fortement certaines matières qui ont des très grosses difficultés à être recyclées. Celles dont on parlait tout à l'heure. Mais... Voilà, donc celles-ci, on les a, nous, retirées pour complètement de certains matelas. Là, on sort les premiers produits qui sont vraiment sans cette fameuse matière que je vais peut-être nommer, qui s'appelle la mousse polyuréthane, qui est un vrai sujet. Voilà, et donc ça, on mesure directement l'impact. Et puis, voilà, et on va chercher des matériaux aussi qui sont des matériaux potentiellement recyclés pour faire nos produits, qui sont des matériaux recyclés non pas de deuxième vie, mais de première vie, parce qu'il y a beaucoup de déchets industriels qui étaient jetés, qui sont recyclables et qui sont utilisables aussi. Et ça permet aussi de réduire l'impact. Donc on mesure, on a une société de conseil en fait, qui nous aide à mesurer. C'est un trajet. Hein. C'est un long voyage. L'éco-conception, c'est un voyage, on ne sait pas quand il s'arrête, on sait quand on a commencé. Et alors, juste pour parler 2 secondes de nous, on est même devenu entreprise à mission, on l'a inscrit dans nos statuts,
parce qu'on sait tellement pas quand ça va s'arrêter qu'on s'est dit il faut que ça soit là pour longtemps et que ça me survive et que ça survive aux équipes de direction. Oui, c'est vraiment un trajet très long. Mais vous savez ce qu'on dit, peu importe la destination, c'est le voyage qui compte. C'est Néanmoins, est-ce que ce trajet, il est payant? Est-ce que les consommateurs, les clients, à la fin, ils font la différence? Et est-ce que c'est devenu finalement un argument supplémentaire de vente pour vous? Non. Non. Alors nous, on a un premier, on est en troisième mission, donc aussi dans nos orientations, on n'a pas augmenté nos prix. Donc on a gardé les mêmes segments de prix. Chez Adova, vous allez trouver des produits des matelas à 399 € jusqu'à 60 000 €. Voilà. Donc à 60 000 € c'est cher, mais à 399 € ça l'est moins. Et ils le sont restés bien qu'éco-conçus, puisqu'ils sont tous éco-conçus aujourd'hui. Le vrai sujet, c'est que les consommateurs aujourd'hui ne sont pas prêts. Alors vous avez, on peut dire à Paris, dans certaines villes, plus de sensibilité. Oui, il y a une niche, niche qui est extrêmement sensible à ça. Il y a une distribution qui n'est pas sensible, qui peut jouer vos produits pour remplir ses propres objectifs RSE plus que par conviction. Et donc vous avez quand même un sujet là d'intermédiation de la vente. Et puis, donc c'est pas gagnant là-dessus. Vous êtes gagnant sur plein d'autres sujets. Vous êtes gagnant sur le recrutement. Vous êtes gagnant sur le sens que mettent vos salariés à travailler au quotidien. Vous êtes gagnant sur l'ambiance, sur l'efficacité, sur plein de choses, sur la pénibilité, parce que l'éco-conception, ça veut aussi dire réduire la peine à fabriquer vos produits. Donc voilà, sur plein de sujets, mais pas cela. Mais c'est vrai qu'à la fin, l'une des destinations, c'est de faire en sorte que le consommateur y devienne sensible. Oui, juste un dernier mot. C'est vrai qu'on voit que le consommateur évolue, pas toujours au rythme qu'on aimerait le voir évoluer dans son choix des produits. Néanmoins, c'est toute la profession de l'ameublement qui, au travers de ce travail qu'on fait pour réduire l'impact, notamment des matelas, presque pour le bien commun, j'ai envie de dire, avec cette mise en œuvre de tout ce processus, avec aujourd'hui 7 unités de recyclage matelas, c'est quasiment unique au monde. La France est très très en avance aujourd'hui sur ce point-là, et voilà, je voulais juste le faire. Le dire. Et c'est bien de le dire. Alors il y a l'éco-conception, l'aide au recyclage dont on parle, mais c'est pas tout. Du côté de la distribution, il y a également des idées, des initiatives qui aide à la démarche vertueuse. Jeanne Simonet, donc vous représentez Isidore. En lisant un peu ce que c'était qu'Isidore, moi j'avais envie de dire c'est le Vinted du meuble. On peut dire ça. C'est un peu ça. Sauf que j'imagine qu'envoyer une table, un sommier, une chaise, c'est moins facile que d'envoyer un blouson ou un t-shirt par la poste. Comment ça se passe? Et c'est tout le défi qu'on mène chez Isidore.com, c'est vraiment de pouvoir promouvoir une plateforme en ligne dédiée au mobilier, à la décoration et à l'électroménager, donc tous les produits de la maison de seconde main, pour pouvoir faciliter l'achat et la revente de ces produits entre les particuliers. Nous, sur Isidore.com, effectivement, on va retrouver tous ces produits qui sont vendus soit par des particuliers, soit par des vendeurs professionnels aujourd'hui, que ce soit des magasins qui souhaitent aussi revaloriser des produits d'exposition, des produits défectueux. On va retrouver vraiment toute cette offre sur la plateforme et on propose effectivement à nos clients de pouvoir acheter en ligne des annonces qui sont effectivement sélectionnées, modérées par nos soins, qui passent effectivement sous nos yeux pour s'assurer de la qualité de ce qu'on propose dans l'offre du catalogue, pouvoir donc payer en ligne et se faire livrer partout en France ces produits jusqu'à son domicile. Et pour cela, évidemment, on a noué plein de partenariats avec des logisticiens qui sont spécialisés dans le meublant, dans le gros volume, avec qui on travaille tous les jours pour pouvoir livrer jusqu'en étage, avec des options aussi d'accompagnement au montage et au démontage sur des gros produits. Donc on livre chez Isidore tous les jours des gros canapés, des grosses bibliothèques, pour donner une seconde vie de la manière la plus simple possible. On sait bien que l'une des limites, et d'ailleurs il y a plein de sites de vente en ligne qui commencent à revenir sur les retours gratuits, etc., c'est ça aussi, c'est le produit arrive chez moi, il ne correspond pas à ce que je voulais, il faut le renvoyer. Quand c'est, encore une fois, un vêtement, c'est pas très compliqué. Quand c'est un canapé ou une armoire, je peux pas le porter, aller le renvoyer à la poste. Ça se passe comment? Alors nous, effectivement, on est tiers de confiance. On accompagne vraiment aussi les clients dans leur acte d'achat pour s'assurer qu'ils ont bien, par exemple, mesuré leurs produits pour voir si ça rentre chez eux. On fait effectivement tout l'accompagnement pour pouvoir s'assurer que l'acheteur et le vendeur ont bien la même connaissance autour du produit. Et on n'est effectivement pas très pour le retour gratuit, puisque sur un produit d'un tel volume, l'impact écologique et économique est assez énorme. Donc les frais de retour sont effectivement à la charge de l'acheteur lorsque effectivement il se rend compte finalement que le produit ne lui plaît pas. Lorsqu'il y a évidemment un litige, c'est Isidore qui reste tiers de confiance et qui vient faire de la médiation pour pouvoir trouver un accord entre l'acheteur et le vendeur. Mais il le sait à l'avance.
Est-ce que vous avez passé des partenariats avec des fabricants de meubles, Ouais, même nous, si c'est pour de la seconde main? Exactement, nous, notre volonté vraiment qui est très ancrée chez Isidore, c'est de pouvoir ouvrir les portes du marché de la seconde main aux fabricants, aux distributeurs, aux pure players qui ont un rôle à jouer sur ce marché en plein essor. Aujourd'hui, on voit, nous, sur Isidore, ce changement de paradigme, cette consommation qui tend à croître vraiment fortement. On est convaincus que les marques, que les fabricants, que ces distributeurs, ces acteurs du meuble ont un rôle à jouer sur ce marché pour pouvoir prendre la main sur ces produits qui sont en train de s'échanger en dehors de leur Mais quel rôle? Parce qu'on se dit que le fabricant Adova, une fois que le matelas est vendu, le matelas il est vendu, il va pas aller le récupérer pour le revendre une deuxième fois. Complètement. On accompagne alors effectivement les fabricants et tous les réseaux de distribution sur la valorisation de produits qui méritent une seconde vie. Donc on parle effectivement de produits d'exposition, de produits défectueux, de surstock qui ne trouvent plus preneur en première main. Donc ça c'est un premier axe d'accompagnement qu'on mène tous les jours. On accompagne aussi effectivement tous ces acteurs du meuble pour la création de leur rayon officiel de seconde vie. C'est une vraie volonté de pouvoir lancer des dispositifs en ligne et en magasin et promouvoir cette offre de produits de seconde vie sur lequel la marque va pouvoir mettre son discours, mettre effectivement son engagement RSE autour. Et on a effectivement aussi des logiques d'accompagnement à la loi AGEC pour aussi sensibiliser au réemploi et non pas uniquement le recyclage et donner une seconde vie aux produits qui sont chez les clients finaux. Charles-Henri Déon, des rayons seconde vie, des rayons seconde vie. Il y a une annonce sur le salon, on est en live, c'est comme ça, on est au milieu d'un salon. Des rayons seconde vie dans vos boutiques d'exposition, c'est quelque chose que vous pouvez envisager? Alors nous, on n'est pas distributeur du tout. Nous, on fait. Non, mais chez vos distribue distributeurs, on s'entend bien. Mais on s'est rencontrés hier. D'accord. Voilà. On s'est rencontrés hier pour se parler de ce sujet, puisque c'est un sujet qui est effectivement important. Donc aujourd'hui, nous, on donne beaucoup de nos produits de deuxième vie, qui ont été servis à l'exposition, dans les salons. Voilà, beaucoup sont donnés. Et malheureusement, on en a encore quand même pas mal. Et des produits qui mériteraient un meilleur sort que celui d'être stocké pendant des années et des années. Donc on s'est parlé hier. Voilà, c'est possible. C'est aussi à ça que ça sert, Esprit Meuble, c'est à nouer des rencontres comme ça et qui vont peut-être déboucher sur des partenariats. On l'a vu, la logistique, elle est au cœur aussi de cette question d'éco-responsabilité. Olympe Chabert, vous avez créé Smartback et l'idée, c'est justement d'aider à gérer la seconde main avec une approche un peu différente. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, alors nous, quand on s'est lancé, on s'est attaqué à un sujet vraiment purement du e-commerce, dont on parle peu en général et que personne ne sait, mais c'est les retours. Et en fait, exactement comme vous l'avez décrit, quand on vous livre un matelas, en plus dans les matelas il y a les 100 nuits d'essai, donc on peut le rendre un peu comme on veut, juste si on le trouve trop dur ou trop mou. Dans le mobilier c'est pareil, on peut rendre un produit comme on le souhaite, mais derrière il faut savoir que pour un distributeur à gérer c'est une usine à gaz et c'est des coûts faramineux parce que le produit en fait il va faire des centaines, entre 500 et 900 km pour revenir dans l'entrepôt du distributeur, et là dans vraiment la majorité des cas le produit peut pas être mis en stock. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Effectivement ça dort dans un coin, on sait pas trop quoi en faire, on a déjà dépensé 150 €. Et donc, nous, le principe de base, c'est effectivement de dire dans le mobilier et dans les produits volumineux, ce qui coûte cher, qui abîme les produits avec un impact, c'est la logistique. On va court-circuiter au maximum toute cette logistique qui existe pour revaloriser les produits au plus proche des acteurs qui souhaitent les rendre, donc des consommateurs, en local. Et donc, pour faire ça, nous, Smartback, ce qu'on a fait, c'est qu'on a maillé toute la France d'acteurs qui étaient en capacité de récupérer ces produits, potentiellement de les réparer et derrière de les revendre. C'est-à-dire, si je comprends bien, je reçois un matelas, ouais. Je suis pas content, ouais. Plutôt que de le renvoyer à celui à qui je l'ai acheté, je vais trouver quelqu'un qui est à côté de chez moi et qui va venir le récupérer. Non. Nous, on va signer une marque. Ouais. Donc, une marque de matelas, par exemple, on travaille avec Hypnia. Donc, ouais. Si vous achetez un matelas Hypnia, en fait, vous allez contacter le service client et derrière, lui va nous contacter, nous, pour qu'on vienne chez vous. D'accord. Et nous, on va venir chez vous prendre le matelas et le relivrer à un de nos magasins partenaires ou à une association si le produit est plus abîmé. Ce sera totalement transparent pour moi, mais le principe c'est celui-là, c'est que ça refasse pas le trajet retour. Ça fait 24 km. Ça reste dans le coin. C'est ça. Ça fait 24 km et on revend à peu près 2/3 des produits qu'on nous confie. On en donne 1/3 à des associations en gérant du coup pour les marques tous ces enjeux logistiques, la traçabilité des produits, et ce qui fait que du coup on diminue, il n'y a plus de gaspillage quoi. Et comment ça vous est venu cette idée ? Je veux dire, vous travaillez déjà dans ce milieu-là, parce que c'est pas des questions qu'on se pose tous les jours si on n'est pas au sein de ce secteur-là. Ouais, nous notre volonté profonde avec Karen, mon associé, c'est de lutter contre le gaspillage.
Et c'est notre rêve, c'est que dans 5 ans, 20% du chiffre d'affaires des plus grosses enseignes soit fait sur la seconde main. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a visité des tonnes d'entrepôts partout en France. Et à un moment, on s'est rendu compte, en visitant des entrepôts, qu'un 1/6 de temps en temps de certaines enseignes des entrepôts étaient des retours que les gens voulaient pas jeter parce que ça coûte beaucoup, ou alors que justement ils jetaient. Et là on s'est dit mais c'est pas possible, enfin, en fait ces produits, nous par notre passif, on connaissait le réseau associatif, on achetait beaucoup de seconde main, on se disait il faut en faire quelque chose. Et en déroulant toute la pelote et surtout en regardant les coûts, parce qu'avant ça c'est ça, et nous c'est notre conviction, les marques ne pourront aller vers l'économie circulaire que si c'est rentable, on a fait en sorte, notamment en créant une nouvelle logistique locale, de rendre ça possible d'un point de vue économique pour les marques. Charles-Henri Déon, vous n'étiez pas encore rencontré, mais qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, c'est super. Excusez-moi. Moi, je ne suis pas fan du tout des sandwichs d'essai. Je pense que c'est une machine à faire du deuxième choix. Ouais, clairement. Et que le métier, bon, nous, il repose sur une distribution intermédiaire. Donc, on pense qu'on a des vendeurs qui sont là. On a une académie de formation. On forme les vendeurs de la profession, non pas à la vente des produits Adova, mais à la vente de produits de literie, pour vendre les produits les plus adaptés aux consommateurs et qu'ils dorment bien et que surtout ils ne le ramènent pas. On est bien d'accord que le but du jeu, c'est pas que les gens ramènent le matelas au bout non, de mais s'ennuyer. Mais au-delà de ça, de l'initiative. Non, mais c'est un vrai sujet parce que on a toute une partie de la nouvelle économie qui se base sur du retour facilité. Et en fait, on crée du déchet tout le temps. Donc c'est des très belles initiatives. Le côté local est fantastique, parce que je suis complètement d'accord. Nous, le problème qu'on a quand on a un retour, quel qu'il soit, c'est le coût du transport, comment on le restocke, comment on le réexpédie. Je ne peux pas le re-rentrer dans mes usines. Vous imaginez re-rentrer un matelas aujourd'hui dans une usine avec les punaises de lit potentiellement qu'il y a, la désinfection, si vous voulez infaisable. Donc nous, il est impossible de rentrer un produit de deuxième fois dans une de nos usines, même dans un de nos entrepôts. Clairement. Donc voilà, c'est une vraie réponse à une problématique très très large des industriels, et en particulier de ceux qui vendent en direct aux consommateurs. C'était ça le premier frein que vous aviez utilisé, c'était le fait que la législation et parfois le bon sens empêchent justement des choses qui ont été renvoyées, parfois utilisées une ou deux nuits, ou même parfois juste vues par le client et renvoyées tout de suite, de revenir dans le circuit, si j'ose dire. C'est exactement, ce qu'a décrit Charles-Henri. C'est très 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 complexe à remettre en stock. Donc ça, c'était le premier point. Et deuxièmement, nous, ce qu'on a senti, c'est que chez les distributeurs, chez tous ces gens qui sont au contact des produits, c'est aussi une énorme frustration, en plus d'être un gouffre économique, que de mal revaloriser ces produits. Mais du coup, demain, le challenge, c'est d'aller encore plus loin et de proposer aux distributeurs et aux marques, pour tous ces produits qu'ils n'arrivent pas à remettre en stock, des possibilités de réparation et de reconditionnement pour qu'eux-mêmes puissent soit les réintégrer en stock, soit les revendre en reconditionné. Ça peut répondre à des problématiques auxquelles vous êtes confrontés chez Oui, Isidore? Complètement. Alors nous, on traite effectivement le sujet sur un autre angle, mais il y a plein de synergies qu'on a avec SmartBag. D'ailleurs, on travaille régulièrement autour de projets communs. Donc effectivement, c'est d'où l'intérêt d'avoir des vrais écosystèmes qui sont en train de se nouer autour de l'économie circulaire et ces tables rondes où fabricants, éco-organismes et startups puissent discuter autour de ces sujets qui sont effectivement au cœur de ce salon. Là, on est en train de parler de seconde main, d'éco-responsabilité, de recyclage. Moi, la question que je me pose, c'est de dire, c'est en train de devenir, c'est une tendance qui est naissante, c'est un long voyage. Qu'est-ce que ça va représenter à terme dans le marché? Parce que, est-ce que tout le monde va se mettre à acheter de la seconde main? Parce que pour qu'il y ait de la seconde main, il faut quand même qu'il y ait de la première main à un moment ou à un autre. Je ne sais pas, est-ce que vous avez une vision de ça? Est-ce que vous vous dites, à un moment, ça va rester quelque chose qui est, anecdotique dans le marché, ou ça va vraiment prendre une vraie place dans la totalité du secteur? Alors, on mène des études avec l'IPEA, notamment pour l'Institut de prospective de la maison, pour justement voir l'évolution de la consommation, mais notamment avec un point en particulier sur cette seconde main. En 2023, aujourd'hui, on peut noter que 20% des meubles qui sont rentrés chez les consommateurs sont des meubles de seconde main. Donc, effectivement, il y a une transformation, il y a un essor sur la volonté du consommateur d'avoir des meubles de seconde main pour plein de raisons. Et il y a aussi, dans la loi AGEC, je dis juste un mot là-dessus, le fonds réemploi, qui lui va venir soutenir le réemploi, mais alors spécifiquement pour les associations de l'économie sociale et solidaire, qui sont aujourd'hui, si vous voulez, le vaisseau amiral de la seconde main et qui historiquement sont les acteurs de
cette seconde main et du meuble de seconde main. Et qui était parfois difficile à identifier. Dans la literie, il y a quand même un secteur assez particulier parce que une chaise, une armoire, on peut lui donner une seconde vie. Dormir sur un matelas qui a déjà été utilisé par d'autres. Je suis pas sûr que tout le monde y soit prêt. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du marché chez la Rodéo ? Alors déjà, il y a un point, c'est que, alors j'ai plus les chiffres, mais la dernière présentation de l'IPEA montrait un marché, entre autres, de la seconde main, entre autres via le Bon Coin, sur la literie, très important déjà. Ouais. Donc c'est déjà un marché important. Alors, est-ce qu'il est contraint ? Ou est-ce qu'il est contraint financièrement, hein, ou est-ce que, avec l'inflation qu'on vit aujourd'hui, ou est-ce que c'est un choix ? Je n'ai pas d'explication. Sur la literie, il va se passer plein de choses. Il va y avoir plusieurs types de produits. Il y aura du produit de second choix, des produits de seconde main. Il y aura aussi sans doute, et aujourd'hui on travaille beaucoup sur la longévité de nos produits, donc des produits qui vont durer plus longtemps, donc des durabilités. Est-ce qu'on va sur de la réparabilité ? On parle de la loi AGEC. Il y a tout un sujet de réparabilité qui est important sur la literie. On a un petit détail, vous le disiez, un dormeur moyen perd une canette de coca. Alors c'est un verre, 33 centilitres de transpiration par nuit, 3 kilos de peau par an. Voilà, vous imaginez ce que vous avez dans votre matelas. Donc il y a un sujet de l'entretien derrière. Je viens d'avoir la vision devant. Voilà, il y a un petit sujet de l'entretien et de ce qu'on en fait. Les commissions disaient très plus gentil que moi, plus douce que moi en tous les cas. Donc voilà, sur la seconde main, la seconde main quand c'est un produit qui est neuf ou quasi neuf, ça va. Quand c'est un produit qui a 5 ans, c'est plus compliqué. Et par contre, il faut qu'on trouve des solutions. Le sujet qu'on a en tous les cas avec Ecomaison, c'est qu'il faut qu'on trouve des solutions pour que les produits restent plus longtemps chez les consommateurs ou dans tous les cas qu'ils puissent avoir des vies plus longues et que les matières aient des nouvelles vies. Voilà. Une vie plus longue, une deuxième vie, en tout cas allonger la durée d'utilisation de ces produits, quelle que soit l'utilisation qu'on en fait par la suite. Vous qui êtes des spécialistes finalement de la seconde vie, est-ce que vous constatez, pas un engouement, peut-être pas, mais en tout cas un emballement de la part des consommateurs et des acheteurs ? Oui, complètement. Nous, Isidore.com, ça existe depuis maintenant près de 6 ans. Ouais. Il y a 6 ans, on était un petit peu des ovnis sur le sujet, sur le meuble en tout cas. Aujourd'hui, effectivement, nous, on voit très très bien le volume qui est en train d'arriver en termes déjà de produits et d'acheteurs qui cherchent aujourd'hui pour des raisons écologiques et aussi économiques. On a vraiment les deux leviers. Des produits de seconde main, des produits tendance, des produits de marque, parce qu'effectivement, nous, les marques, on voit bien travailler leur image toute l'année. Et en seconde main, on sent aussi cette appétence pour acheter un produit de marque qu'on connaît, qui parce que c'est ça qui a changé aussi, c'est plus forcément ce que je trouvais dans le grenier de ma grand-mère. Il faut aussi dire ça. Et effectivement, chez nous, on est très très sollicité avec des consommateurs qui cherchent des réponses, qui souhaitent aussi être accompagnés dans la revente de leurs produits, à quel est le meilleur prix, quelle est la meilleure des secondes vies que je peux donner à ce produit. Donc il y a cette conscience qui est en train de s'éveiller et la recherche de solutions permanentes. Ça vous fait du boulot ? Exactement, ça me fait du boulot. Moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que quand même, par rapport, quand on a étudié tous les gisements de déchets, nous, au tout début, on est allé dans le mobilier aussi parce qu'on sentait que c'était une filière qui était en retard. Quand on regarde, par exemple, Darty, Boulanger, aujourd'hui, ils ont des réseaux de réparateurs agréés partout. Vous allez chez Darty, vous pouvez acheter maintenant du reconditionné. Les vélos, pareil, ça s'est quand même beaucoup démocratisé. Même dans les vélos électriques, maintenant, on peut en trouver en reconditionné. Le textile, les grandes enseignes ont leur cordeur seconde main qui marche plus ou moins bien, mais en tout cas, ça s'est démocratisé. Et les consommateurs, maintenant, c'est même plus une question, sont habitués. Amélie l'a dit par les chiffres, c'est énorme. Dans le secteur de la téléphonie, c'est quasiment 40% aujourd'hui des téléphones qui sont achetés en reconditionné. Back Market a beaucoup aidé aussi, effectivement, sur l'électronique. Donc nous, notre challenge, c'est pour les acteurs du mobilier de faire en sorte que cette économie circulaire, justement, elle soit déjà possible. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de freins, notamment logistiques, à avoir une offre en interne de reconditionné. Que ce soit d'ailleurs économiquement viable, parce que pour que justement ce ne soit pas un coup de com' marketing et que ça ne se casse pas la gueule dans 2 ans, il faut que ça tienne la route économiquement et que ce soit moins cher pour les consommateurs, sinon personne n'achètera pour des raisons justement environnementales, et désirable, parce que justement on va sur le Bon Coin, parce qu'il y a cette image un peu limite pas sexy, d'aller dénicher le bon truc mais du coup c'est rend pas cher, pour que ce soit à des prix aussi acceptables, il faut rendre cette offre-là et c'est le challenge je pense désirable pour les consommateurs. Voilà, il y a encore du travail. Il nous reste 1 minute. J'aimerais bien qu'on parle de l'incubateur Ecomaison. Qu'est-ce que c'est que c'est un incubateur et qu'est-ce que ça apporte concrètement aux fabricants qui veulent diminuer leur impact environnemental ? Oui, en effet, donc, Ecomaison a mis en place un incubateur d'innovation, de solutions innovantes depuis maintenant quelques années. C'est un travail qui se répète chaque année, où on va pendant 1 année aller faire un travail d'identification, d'évaluation
et de présentation d'innovateurs de matières notamment, mais pas que, de services également, qu'on va pouvoir présenter pendant les Innovation Days, ces 2 jours où on va pouvoir rassembler tous nos adhérents et faire pitcher en fait les innovateurs avec leurs nouveaux matériaux qui vont permettre du recyclage ou leurs nouveaux services. C'est 2 jours de rencontres, de brainstorming, de co-construction. Et ensuite, pendant 1 an, il y a des projets communs entre les innovateurs, les fabricants, les innovateurs, les distributeurs qu'on va pouvoir suivre et accompagner pendant 1 an, 2 ans en fonction de ce que va... En fait, nous, on est au service de nos adhérents. Donc, c'est vraiment les adhérents qui vont sélectionner les solutions qui les intéressent et continuer d'avancer avec ces innovateurs. Non, bah voilà, on voit que le sujet, il bouge, il avance, que c'est un trajet, qu'il est long, mais qu'il y a déjà beaucoup de chemin qui a été parcouru et qu'il y en a encore beaucoup à faire. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir préparé tout ça. Vous avez appris des trucs ? Non. Ouais. Mais moi, oui. Ouais, c'est sympa. Mais moi, plein. Mais vous aviez bossé avant, c'est pour ça. C'est un sujet hyper intéressant. Vous aviez bossé avant. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses. J'espère que vous aussi. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur Studio M, le live, la chaîne live d'Esprit Meuble et d'Esprit Contract. On se retrouve dans une petite heure et on va parler encore une fois d'éco-responsabilité. Mais on va se demander si l'hôtellerie de luxe, elle peut vraiment être éco-responsable. Et oui, vous allez voir, c'est très très intéressant. Il y a plein d'initiatives là aussi. Et puis on sera là tout au long de la journée jusqu'à la fermeture de cet Esprit Meuble 2023 vers 16h. Et bien, on fera le bilan avec Gaëtan Ménard et Alain Lillot pour savoir un peu quelles leçons ils tirent de cet Esprit Meuble. En tout cas, on est là toute la journée. Venez ici, porte de Versailles. On sera ravis de vous accueillir. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Salut.